mi bela vanyo Patria Togole mi chobiaba Nemia wapayano Otogo vikaleta mi chobiaba Bonsoir à tout le monde, bonsoir à tout un chacun de nous qui sommes dans la ligne ce soir pour notre conférence hebdomadaire du mouvement patriote togolais. Une conférence qui regroupe la diaspora togolaise et la diaspora africaine pour échanger un peu sur la situation de notre pays. Alors merci beaucoup. C'est sur cette belle mélodie du Manon Dibango que nous allons commencer la conférence de ce soir. Et moi, je suis votre frère et ami, Timothée Do. Et comme vous le savez, il y a une exclusivité ce soir et nous avions un invité spécial de dernière minute qui n'était pas programmé, comme vous le savez, mais qui a accepté d'être avec nous, d'être avec ses frères et sœurs pour échanger avec nous sur la situation de l'Afrique. Vous devez savoir que le sommet Afrique-France s'est déroulé le vendredi 8 octobre à Montpellier, dans le sud de la France. Une 21e édition, 5 chefs d'État africains. L'Élysée avait décidé de repenser l'exercice et d'en faire un rendez-vous exclusivement dédié à la jeunesse et à la société civile. Entre 2000 et 3000 personnes ont participé à l'événement et dans une ambiance de show à l'américaine, Emmanuel Macron n'a pas été ménagé par les jeunes africains qui l'ont interpellé de manière très vive lors d'une séance de questions-réponses. Une des personnes, des 11 membres de la société civile qui étaient au podium avec Emmanuel Macron, une personne qui a intervenu et je vous laisse écouter un morceau de son intervention lors du sommet du vendredi. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, je suis Arthur Banga du Côte d'Ivoire. Et Monsieur le Président, l'équipe m'a chargé de vous présenter la vision que nous voulons pour 2030. Quelle relation entre l'Afrique et la France à 2030? Monsieur le Président, un futur souhaitable est possible. Imaginons un instant que nous sommes en 2030 et qu'en 2030, la France a assumé son histoire dans la relation Afrique-France. Dès 2023, la France est enfin sortie du déni. Elle a reconnu sa responsabilité sans tomber dans le piège de la recherche de la pureté. Monsieur le Président, le travail de mémoire de l'esclavage et de la colonisation est enfin terminé. Les œuvres restituées sans argument normatif de conservation du patrimoine public, ces œuvres-là participent de cette réparation, Monsieur le Président. Elles nourrissent cette nouvelle relation parce qu'elle circule dans et hors de nos musées en Afrique comme en France. Monsieur le Président. Voilà le début de l'intervention du docteur Arthur Banga, il est de la Côte d'Ivoire. Bonsoir, docteur. Bonsoir et bonsoir à tous nos amis africains qui sont connectés ce soir. D'accord. Alors, docteur, votre son est un peu faible à votre niveau. Donc, comme je le disais à nos amis, nous sommes en direct avec le docteur Banga, il est de la Côte d'Ivoire. Il fait partie des 11 membres de la société civile qui étaient avec
et le président français Emmanuel Macron le vendredi passé. Alors, docteur, je vais vous laisser vous présenter au public togolais. D'accord. Je suis Arthur Banga. Je suis enseignant à l'université Houphouët-Boigny d'Abidjan. J'enseigne de l'histoire contemporaine. Je fais mes travaux sur l'histoire militaire de la Côte d'Ivoire et les relations justement entre la Côte d'Ivoire et disons entre la France et l'Afrique depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui. D'accord. Merci, docteur. Est-ce que vous aviez une organisation, vous dirigez une organisation de la société civile? Non, je ne dirige pas, mais j'accompagne beaucoup d'organisations en Côte d'Ivoire dans le renforcement de leurs capacités, notamment sur les questions de démocratie, de gouvernance sécuritaire. Voilà. D'accord. Je travaille beaucoup avec le monde associatif sur ces questions-là. D'accord. Merci beaucoup, docteur. Le vendredi, vous étiez à Montpellier avec Emmanuel Macron. Vous avez même fait une magnifique intervention ce vendredi. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner tout de suite le bilan de la journée de vendredi? Est-ce que vous êtes satisfait, vous qui étiez là-bas, les 11, en tant que jeunes de la délégation de la société civile qui représentait l'Afrique? Est-ce que vous êtes satisfait de la journée du 8, docteur? Mais bien sûr, nous sommes très satisfaits de cette journée. Nous sommes satisfaits parce que d'abord, c'était le premier exercice, c'était de pouvoir avoir une voix pour l'Afrique. L'Afrique est unique, mais elle aussi diverse. Donc, avoir des jeunes qui viennent de différents pays, de différents styles, de différentes idées, réussir à donner un récit collectif, une aspiration collective, c'était important. La deuxième chose qui nous a satisfait, c'est que on avait l'occasion d'interpeller directement le président français, et c'est pour ça que dans mon discours, vous allez entendre beaucoup de Monsieur le Président, parce que nous avons voulu lui montrer, lui parler directement des problèmes qui touchent à notre relation. Qu'est-ce qui aujourd'hui fait que la relation n'est pas apaisée? Et je pense qu'on a fait le tour, puisqu'on a pu lui poser les questions. On a pu faire comprendre l'ampleur des dégâts que ces éléments qu'on a soulevés ont dans la relation. Et troisième chose importante, c'est que on a proposé des solutions entre le discours que nous avons proposé et les solutions proposées par HLUMD. On a pu avoir des engagements. D'abord, on a pu avoir de la clarification sur le CFA, clarification sur la question des troisième mandats, clarification sur les missions de l'armée française, et puis on a eu des engagements pour l'avenir. Et tout ça, nous devons continuer de travailler là-dessus, et nous sommes en train de formaliser la feuille de route qui doit ressortir des différents débats et des engagements qui ont été pris lors de ce sommet. D'accord, merci docteur Arthur Banga. Et je rappelle à tous ceux qui sont dans la ligne que votre ligne est muette, c'est pour participer à la communication, comme vous le savez. Mais toutefois, si vous voulez poser une question, appuyez sur 5 étoiles à partir de votre téléphone et on va vous donner la parole. Alors, docteur, tout ce que vous aviez dit et revendiqué et des propositions qui ont été faites, pensez-vous que la France ou Emmanuel Macron ne savait pas que nous avions ces problèmes en Afrique? Oui, bien sûr, il y a rien de nouveau sous le soleil, en ce sens qu'il y a eu des écrits, ils ont des services pour le savoir, il y a eu plusieurs publications, mais c'est important de le dire de façon solennelle aux yeux du monde. Voilà, hier c'était une déclaration importante, solennelle. Justement, il ne pourra plus nous dire qu'il ne savait pas, même si on sait qu'il le savait. Mais on l'a dit officiellement devant les yeux du monde, on l'a interpellé devant toute l'Afrique, et ça c'est quelque chose d'important dans le symbole, mais aussi dans l'action. Vous savez, entre savoir et se faire informer de façon officielle, il y a un pas, et ce pas, quand on le franchit, il est important pour les engagements futurs. D'accord, merci beaucoup. Et est-ce que vous êtes quand même satisfait que le président français vous a écouté?
Oui, en tout cas, là, il nous a montré beaucoup d'écoute. Déjà, on l'avait rencontré pendant 30 minutes 2 jours avant le sommet. Mais lors du sommet, là, on s'était rencontrés, on était partis sur le principe d'être franc, sincère et courtois. Et quand on s'est revu le vendredi, ça a été la règle. Mais je peux vous le dire, hein, il a été sincère dans ses réponses. Il a été sincère dans son style, et même en off, quand on a terminé, il nous a dit qu'on fera tout, c'était pour pouvoir faire bouger les choses. Je pense qu'il a cette volonté, en tout cas il nous l'a montré, de vouloir faire bouger les choses, et pour moi c'est un avantage. D'accord, merci beaucoup, docteur. Alors, docteur, quelle confiance vous aviez, hein, si nous voulons l'évaluer, hein, 10 c'est 100% confiant, et 1 c'est pas de confiance. Quelle confiance vous aviez, si nous pouvons l'évaluer, que la France va essayer de mettre en application vos suggestions et propositions et recommandations, hein, qui se sont sorties de ce sommet? Oui, moi, on fait jamais à 100% confiance, hein, mais j'accorde un gros crédit à la parole et à l'engagement. C'est peut-être candide, c'est peut-être naïf même, mais je pense que d'abord un homme, quand il vous donne sa parole, faut y croire avant qu'il ne vous trahisse. Et Emmanuel Macron nous a donné sa parole. Moi, je fais entièrement confiance à sa parole. Je sais que c'est un homme d'honneur, donc je compte sur sa parole de toute façon. Maintenant, on va essayer de conserver les canaux, on va communiquer ensemble avec les services. Nous, on va l'interpeller à chaque fois qu'on va remarquer qu'il y a un relâchement sur certaines questions. Bon, est-ce que nous savions que dans nos pays démocratiques, les décisions ne se prennent pas seulement au niveau de la présidence, c'est tout un tas de processus, hein, avec les élus. Est-ce qu'il y a un travail qui est en train d'être fait, ou bien qui s'est démarré aussi avec les parlementaires de la France? Bien sûr, on avait une dizaine de parlementaires, voire plus, issus de la diaspora française qui étaient présents à Montpellier, qui ont assisté au discours. Donc, il y a cette volonté d'associer la France aux engagements qui ont été pris. Après, on a aussi un avantage, c'est que, avantage ou inconvénient selon où on se met, c'est que la politique étrangère, encore plus la politique africaine, est l'un des domaines où le chef de l'État a quand même une prééminence sur le Parlement. Le chef de l'État a beaucoup d'initiatives dans le système de la Ve République. C'est d'ailleurs nos systèmes politiques ont copié cette Ve République, et on voit bien l'impact de la présidence dans nos pays. C'est à peu près, toute proportion gardée, mais sur les questions de relations internationales, ça fait partie des domaines privilégiés du président. Cela dit, je répète, les parlementaires étaient là. On avait plus d'une dizaine de parlementaires issus de la diaspora qui étaient présents à Montpellier. D'accord, merci beaucoup. Pour ceux qui viennent de rentrer en ligne, nous sommes en direct avec le Dr Atou Benga. Il est de la Côte d'Ivoire. Il était l'un des membres de la société civile, des 11 membres de la société civile qui étaient avec Emmanuel Macron le vendredi à Montpellier. Alors, docteur, une question personnelle. Le président Emmanuel Macron a essayé de répondre ou de justifier le 3e mandat de Alassane Ouattara. Et vous êtes de la Côte d'Ivoire, vous êtes ivoirien. Est-ce que vous étiez satisfait de cette réponse d'Emmanuel Macron? Bon, moi je suis ivoirien. Sur la question, c'est une question juridique qui a été évoquée. En Côte d'Ivoire, il y a eu d'abord 2 choses. C'est que la modification de la Constitution, elle s'est faite en 2016, alors que les élections étaient prévues pour 2020. Donc on faisait pas tout de suite le lien entre les élections et cette Constitution-là. Après, moi je dis qu'on a eu un argument juridique. Le problème en Côte d'Ivoire, je l'ai dit, c'est qu'on n'a pas pu sacraliser. Il y a des constitutions qui sont très claires sur le 3e mandat, comme la Constitution burkinabé, comme la Constitution béninoise. Nous, on n'a pas été très clair. On a laissé des choses floues qui pouvaient permettre à l'interprétation. Voilà, ça c'est mon avis personnel.
Maintenant, la réponse d'Emmanuel Macron, il a dit, il aurait préféré qu'il n'y ait pas de troisième mandat. Il a dit publiquement, et il a même dit à Hassan Ouattara. Après, il comprend ce qui se passe par rapport au décès d'Amadou Gon. Ça peut s'entendre. C'est pas un argument juridique, c'est sûr, mais c'est un argument qui peut s'entendre. D'accord. Merci beaucoup, docteur. Alors, docteur, à Montpellier, vous étiez à Montpellier et de l'autre côté, il y a des voix qui sont élevées très agressivement sur les réseaux sociaux pour essayer de porter des doutes sur la crédibilité de cette équipe qui était à Montpellier. Et vous aviez été critiqué, tout ce qui était à Montpellier était critiqué, que bon, vous travaillez, vous êtes les béquilles de la France. Qu'est-ce que vous avez à répondre à ces gens-là qui ont beaucoup critiqué ceux qui étaient à Montpellier? Bon, je pense qu'on a tous, le discours est encore là, et puis on a tous suivi, bon, ceux qui ont voulu ont suivi les débats. Je pense que si c'est ça, des jeunes au service de la France, c'est que la France elle a vraiment de la chance. Nous, on n'est pas allé poser des questions pour être au service de la France. Les questions qu'on a posées, les engagements qu'on a obtenus, c'est des engagements au profit de l'Afrique et de la relation Afrique-France. Voilà, c'est les questions qu'on a abordées et c'est là, c'est clair. Maintenant, est-ce qu'on a la légitimité pour, de toute façon, comment on peut définir la légitimité? Mais déjà, en tant qu'Africain, je pense que on est légitime pour parler des problèmes de notre pays. Mais au-delà de la légitimité, il faut comprendre le principe. Voici Emmanuel Macron qui nous dit, bon, je suis d'accord avec vous que les choses vont mal, les choses ne fonctionnent pas correctement dans notre relation. Et je veux dialoguer avec vous. Et on m'appelle, M. Vanga, vu votre profil, le président veut dialoguer avec vous pour entendre ce que les Africains disent. Je lui dis quoi? Je ne viens pas dialoguer. Alors que moi, je suis de ceux qui pensent que c'est par le dialogue qu'on remplace les choses. Je lui dis quoi? Je ne me sens pas légitime? Non, je suis africain, je me sens légitime pour parler des problèmes de l'Afrique. Et donc, voici ce qui m'a animé, ce qui a animé tous les 11 de notre équipe. Et quand nous sommes arrivés, c'est ce qui a fait qu'on a pu se transcender, on a pu gommer des divergences. Vous avez vu là, vous avez vu une vraie équipe. Pourtant, au départ, on avait des divergences sur certains points. Mais on s'est dit, on est là pour l'Afrique. On est là pour parler des problèmes qu'on entend. On a la chance de parler de ça. Et voilà pourquoi nous sommes arrivés. Et moi, je suis très fier de moi et de l'équipe. On a fait un bon boulot. On a pensé à l'Afrique tout ce temps. Donc, nous, la légitimité, le fait d'être africain, le fait d'avoir accepté de venir dialoguer, c'est suffisant pour construire notre légitimité. D'accord, docteur. Oui, je suis parfaitement d'accord avec vous, puisque même j'ai posé cette question à un panafricaniste activiste la fois passée. J'ai dit, eh bien, nous contestons toujours ces sommets que les chefs d'État se regroupent en France ou bien quelque part avec le président français. Nous contestons toujours. Et aujourd'hui, on nous dit que les présidents, les chefs d'État ne seront pas là, mais c'est les jeunes, et nous contestons encore. Qu'est-ce que nous voulons au juste? Qu'est-ce que nous voulons au juste? Mais nous n'allons pas laisser cette question. Docteur, alors, qu'allons-nous faire maintenant pour gagner la confiance de ceux qui portent un grand doute à ce que vous faites à Montpellier, ou bien vous aviez fait à Montpellier? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour gagner leur confiance? D'abord, le doute, il est légitime. Hein. C'est normal qu'ils doutent. Je veux dire, quand on a le passé qu'on a eu avec la France, c'est bien passé dans lequel il y a la colonisation, il y a l'esclavage, c'est normal qu'on doute. Quand on a eu une vingtaine de sommets, Afrique-France, France-Afrique, et qu'on n'a pas eu de transformation profonde, c'est normal qu'on doute. Donc moi, je comprends leur doute. J'étais animé aussi de ce doute. Voilà. Maintenant, une fois que ça s'est dit, nous, on va travailler. Vous savez, se mettre les contestateurs, ceux qui nous rejettent, ils nous ont mis une bonne pression, une pression positive qui nous a amené à travailler avec sérieux, à produire le résultat qu'on voit. On sait très bien, on l'a dit à Emmanuel Macron, il le sait très bien, on n'a pas le droit d'échouer parce que
on est en train d'inventer quelque chose de nouveau, le poids de la société civile, le poids des jeunes. Et si on échoue, c'est ce mécanisme-là qui sera vomi. Alors que si on réussit, il sera encouragé. Donc pour réussir, nous, c'est justement, comme je vous ai dit, revenir sur des engagements, les structurer, proposer une feuille de route claire et veiller à ce que cela soit appliqué. S'ouvrir aussi pour que tous les Africains qui veulent nous rejoindre dans cette dynamique positive qu'on veut enclencher aient un espace pour nous rejoindre, pour mener des actions qui vont permettre d'apaiser et d'équilibrer notre relation avec la France. Alors, merci beaucoup, docteur. Pour ceux qui viennent de rentrer, comme je l'ai dit, votre ligne signette, c'est pour faciliter la communication. Alors, docteur, personnellement, moi, Timothée, je suis togolais. Je dis que le mouvement patriote togolais, et je suis aux États-Unis. J'ai écouté toute la cérémonie sur YouTube hier. Je l'ai écouté, ça fait 3 heures, je pense 3h47 minutes. J'ai écouté tout et j'ai pris bonne note. Mais j'ai été un peu déçu. J'ai été un peu déçu que d'abord, mon pays n'est pas représenté, alors que mon pays présente un cas grave même de la démocratie en Afrique. Notre président qui fait un 4e mandat et qui continue le mandat avec son père qui a déjà fait 38 ans. Donc ça fait depuis 1967 jusqu'à ce jour, il y a qu'une seule famille. Avant ma naissance, avant que je ne sois né, il y a une seule famille qui dirige le pays, c'est la famille de Nyassingbe. Même mes enfants sont venus retrouver cette famille. Et je prie le Seigneur que mes petits-enfants ne retrouvent plus cette famille au pouvoir. Donc mon pays n'a pas été représenté. Et de deux, là où j'ai été déçu, c'est quand il y a eu une question qui a été posée à Emmanuel Macron, qu'il côtoie les dictateurs. Et il voulait qu'on définisse les dictateurs. Et les gens ont bien défini la dictature. C'est ceux qui changent la constitution, restent au pouvoir, 3e mandat et 4e mandat. On a cité les exemples de certains pays et personne n'a cité l'exemple du Togo. Le nom du Togo n'a pas été cité. Je me demande, ça c'est quoi? Pourquoi on n'a pas cité le Togo? On fait déjà le 4e mandat. 4e mandat, plus de 50 ans au pouvoir, et on n'a pas cité le Togo. Qu'est-ce qui s'est réellement passé, docteur? C'est un oubli? Bon, d'abord, faut pas limiter le sommet aux 11 pépites. Le sommet, c'était près de 3000 personnes qui ont été invitées de la diaspora, des pays africains, y compris le Togo. Donc, il y a eu des Togolais et des Togolais de la diaspora au sommet. Après, c'est vrai qu'il n'y a pas eu de Togolais parmi nous 11, mais il y a beaucoup de pays aussi qui étaient absents. Bon, désolé, et je vais en parler à Achille pour qu'on voit comment ça se passe, mais il y a eu des Togolais. Après, sur la question des dictateurs, je pense qu'on n'avait même pas fini de citer, et puis le président Macron a repris la parole. Mais l'idée, ce n'était pas tant, et c'est ce que je dis souvent à les amis ivoiriens, l'idée, ce n'était pas tant de personnaliser les débats. Voilà, l'idée, c'était de trouver un principe sur lequel et des solutions. Et moi, à partir du moment où Emmanuel Macron nous dit clairement que lui, il n'est pas pour ce qu'on multiplie les mandats, et qu'en réfléchissant ensemble, on est d'accord avec lui que les institutions panafricaines, notamment l'Union africaine et la CEDEAO, doivent agir de façon plus forte sur cette question-là. C'est ce qu'on a pensé comme solution ensemble, mais effectivement, je suis d'accord avec vous sur les questions de représentativité du Togo, mais je pense que le Togo était dans la salle, le Togo était dans nos esprits. Ça a été sans doute un oubli, mais on a pensé au Togo, on a pensé à toute l'Afrique. Aujourd'hui, et puis, on était dans une vision plus prospective qu'accusatrice, parce que voilà, c'est plus l'avenir à partir de l'avenir proche, à partir de demain qui nous intéressait en réalité. Bien sûr, en partant de ce qu'on a vécu de triste. Donc aujourd'hui, ce n'est pas tant ce qu'a fait le Togo, mais c'est comment faire pour que le Togo devienne une vraie démocratie. Voilà, comment on fait
pour que le Togo connaisse l'alternance, connaisse la démocratie. Et puis après, aussi, il ne faut pas confondre deux choses. Si les Togolais sont majoritaires, la vraie question c'est pas tant qu'une famille dirige depuis l'indépendance. Ça, à la limite, c'est pas ça le problème. Le vrai problème, c'est que les Togolais puissent choisir. C'est ça la question, en fait. Est-ce qu'aujourd'hui, cette élection-là reflète le choix des Togolais? Voilà, c'est vers ça qu'on doit se poser. Et puis moi, je suis comme vous, je pense que l'alternance est nécessaire dans un pays. Et la meilleure façon de garantir l'alternance dans un pays, c'est limiter les mandats. Et d'ailleurs, nos constitutions limitent les mandats. C'est juste que quand ça arrive, il y a des mécanismes qu'on met en place pour transgresser cette règle. Sinon, même ceux qui rédigent les constitutions sont d'accord qu'il faut de l'alternance. Donc, au bout d'un moment, faut que ce soit vraiment ancré dans notre tête, dans nos imaginaires. D'accord. Merci beaucoup pour cette réponse. Oui, l'essentiel pour le Togo, c'est qu'on arrive à choisir librement nos dirigeants, à travers les élections. Oui, notre constitution a été patrouillée. Je ne sais même pas combien de fois cette constitution a été changée. Et chaque fois, on la change pour y rester. Mais dommage, comme vous l'avez dit, les Togolais étaient dans la salle, mais on n'a pas écouté dans les discours le Togo. Alors, docteur, après le sommet, quel est le suivi? Est-ce qu'il y aura un suivi ou bien c'est un sommet de plus? Non, si c'est un sommet de plus, nous on a échoué. Ceux qui ont pu échouer, si c'est un sommet de plus, c'est nous qui avons pris la parole. Et on n'a pas envie d'échouer. Et moi encore plus, puisque c'est moi qui ai fait le discours de prospective. Non, Achille, moi, tous les autres potes, on n'a pas envie d'échouer. Comme je vous ai dit, on est en train de rédiger là tout ce qu'il faut comme mécanisme de suivi. Et je pense qu'on s'y met et normalement d'ici à la semaine prochaine, on va soumettre tout ça à Achille qui va remonter à Emmanuel Macron pour qu'ensemble on puisse trouver les moyens. Mais Emmanuel Macron était déterminé. En tout cas, il nous l'a dit, ne nous lâchons pas. Parce que pour lui aussi, c'est un pari risqué. Vous voyez, il décide de parler directement aux jeunes plus qu'au président. Et donc, si le modèle qu'il met en avant échoue, c'est un échec pour lui. Je pense qu'il n'a pas envie d'échouer. Personne n'a envie d'échouer. On sait que ça doit passer par ça. On va mettre ensemble, nous sommes en train de justement discuter, travailler sur les mécanismes à mettre ensemble pour pouvoir assurer un bon lendemain au sommet. D'accord, merci beaucoup. Docteur, il y a une question qui est arrivée sur WhatsApp. Il y a une maman qui dit merci beaucoup à notre invité. Il est notre voisin d'un pays de près. Et parmi les 11, on n'y a pas les Togolais. Il est notre voisin. Est-ce qu'il peut être porter nos doléances au groupe des 11 là pour que dans les documents on puisse insérer quand même la situation très dramatique du Togo. Docteur. Oui, bien sûr. Je viens de le dire, on réfléchit à Afrique et la situation du Togo s'inscrit dans les projets sur la démocratie en Afrique, sur la culture électorale, on va le faire. Je vous promets, je vous garantis que ça va pas nous échapper. On va parler de la démocratie, on va analyser pays par pays, comment les choses évoluent et qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça évolue davantage. Ok, merci beaucoup, docteur. Nous allons prendre un premier intervenant qui demande la parole. Faustin. Oui. Oui, votre ligne est ouverte, allez-y. Merci. Je tiens à saluer tous les conférenciers ce soir et spécialement notre invité, docteur Arthur Banga. Une partie de mes questions a été déjà absorbée puisque vous venez de lui poser la question. Mais je voudrais souligner un point de son intervention lors de la rencontre vendredi à Montpellier. Actuellement, toute l'Afrique, je dirais une grande partie de l'Afrique fait face à un problème où la jeunesse est contre ce problème.
Mais dans son exposé, lui spécialement, au lieu de se poser sur les problèmes actuels que nous allons essayer de corriger en même temps avant de projeter dans le futur, lui, selon son exposé, il fait carrément lancer dans le futur. Pourquoi cette approche? Secondo, 2030, yes. Alors qu'il y a des problèmes brûlants de l'heure. Et dans son explication tout de suite, il donne trop de crédit à Macron, alors que Macron, nous l'avions interpellé à plusieurs reprises. Nous avions interpellé Macron au Canada sur le cas du Togo. Macron a promis, on a envoyé des lettres à Macron. Macron n'a pas répondu à nos lettres. Plusieurs lettres ont été adressées à lui. Il n'a jamais répondu. Mais aujourd'hui, je vois que notre frère, il prend position pour au moins donner trop de crédit à Macron. Est-ce que vous ne voyez pas que cette rencontre de vendredi est un processus dans lequel Macron est lancé pour au moins gagner son électorat de 2022? Deuxième, d'accord. Je termine. Ok, allez-y rapidement. Oui, je termine en disant ceci, que moi, j'ai apprécié la rencontre, mais je voudrais leur dire d'être encore plus ouverts sur d'autres mouvements qui n'ont pas été touchés pour que cela soit devenu une équipe solide qui couvre toute l'Afrique. Merci. D'accord, merci beaucoup Faustin pour cette question. Il est bien vrai que même au cours de la séance, le président français Emmanuel Macron, il répétait, ou bien l'a répété plusieurs fois, que pourquoi on l'accuse de quelque chose que lui n'a pas fait. Alors, docteur, voilà l'inquiétude de notre ami Faustin. D'accord. En fait, c'est le style qu'on a choisi, hein. C'est un peu un style prospectif. Mais quand on dit qu'en 2030, par exemple, les œuvres sont restituées, c'est parce que à partir d'aujourd'hui, on met un mécanisme en place pour restituer ces œuvres. Quand on dit qu'en 2030, la mobilité des savoirs est plus facile et qu'il y a des centres de recherche qui sont performants en Afrique, c'est parce que d'ici à 2030, on travaille. En fait, c'est parce qu'on a vu les problèmes d'aujourd'hui qu'on se projette sur les solutions en 2030. Voilà. Donc, c'est à partir des problèmes d'aujourd'hui, donc les problèmes de mobilité, les problèmes de paternalisme, les problèmes de transparence dans notre relation, les problèmes de CFA, les problèmes de base militaire, voilà, les problèmes de dictature. C'est tous ces problèmes-là qu'on règle en se projetant sur 2030. Donc, c'est à partir de ceux-là. Et justement, c'est tout le mécanisme à mettre en place pour les régler d'ici à 2030 qui nous intéresse. Ensuite, c'était quoi la confiance à Emmanuel Macron? Comme j'ai dit, c'est normal que vous soyez plus prudent que nous, c'est normal. Mais moi, personnellement, la démarche, je l'ai appréciée et j'ai eu la chance de m'entretenir avec l'équipe une fois un peu en privé, cette fois public. Dans ces deux moments, j'ai senti de la sincérité. Après, je peux me tromper, j'espère ne pas me tromper. Et donc, je me base sur ce sentiment. Deuxième chose que je veux dire, il y a déjà une volonté de faire avancer les choses. Faut maintenant essayer de faire avancer les choses ensemble. On est tous d'accord, hein, lui-même en premier, que tout ne va pas réussir, que ça c'est même fou de penser que tout va réussir. C'est même fou de penser qu'on peut changer quelque chose qui fonctionne depuis plus de 60 ans. Mais on va tenter. Et moi, je pense qu'on peut lui faire confiance sur l'idée de tenter. En tout cas, nous, on sera là pour l'interpeller sur toutes les situations. La troisième question oui, évidemment, on a besoin de tous les mouvements. C'est un mouvement continental qu'il faut pour faire changer les choses dans cette relation, mais au sein même de l'Afrique. Donc, nous sommes ouverts. En tout cas, moi, je suis prêt à faire la courroie de transmission entre les mouvements qui veulent nous rejoindre et Achille Bembe qui est chargé de tout piloter pour qu'on tienne compte de leurs recommandations, de vos recommandations, pour qu'on tienne compte de l'action que vous pouvez nous apporter
Voilà, c'est ensemble qu'on est fort, ça on est bien d'accord. Il n'y a même pas de souci là-dessus, quoi. D'accord. Merci beaucoup, docteur. Et il faut aussi rappeler que la France nous a tellement fait du mal que... mais si, c'est ce que je disais tout à l'heure. Les doutes sont légitimes. Les doutes sont légitimes. On peut pas ne pas douter. Voilà. Mais c'est juste que quand faut aussi au bout d'un moment qu'on essaie de se dire, on peut essayer des choses, on peut tenter des choses. Sinon, les doutes sont tout à fait compréhensifs. D'accord. Merci beaucoup. Alors, je vais donner la parole au prochain intervenant, Rodrigue. Merci. Bon, pour commencer, je dirais que Macron est un néocolon. Où se trouve la sincérité de Macron? Et Togolais, vous allez croiser les bras pour attendre que Macron vous envoie un avion pour aller quoi? Aller dégager Fort Yadema qui est arrivé au pouvoir en tuant plusieurs centaines, plus d'un millier de Togolais et qui a accédé au pouvoir de manière dynastique, comme le fils Déby, le fils Bongo, ont accédé au pouvoir en Afrique centrale. Donc, c'est une utopie. Quelle est votre question? Quelle est votre question? Où est la sincérité de Macron? Quelle utopie vous permet de croire que Macron va aider à la démocratisation, à l'alternance au Togo, va libérer le Togo? Non, c'est aux Togolais de libérer leur pays. C'est ça. Ok, merci beaucoup. Voilà, docteur, l'intervenant de notre ami Rodrigue, il ne croit pas du tout que le président français fera quelque chose pour libérer le Togo. Bien sûr que je ne pense pas qu'un président peut libérer notre pays, c'est nous-mêmes d'abord. Alors, docteur, qu'est-ce que vous avez à répondre à notre ami? Bon, il y a une chose, je suis entièrement d'accord avec lui, c'est que c'est pas le rôle de Macron de nous libérer si nous sommes en prison par rapport à notre président. Et ça, nous, on l'a dit, on n'a même pas besoin de ça. Parce que ça, c'est du paternalisme. Et nous, on n'en veut pas. Donc, on est bien d'accord que c'est pas à Macron de nous libérer. Là où on n'est pas d'accord, c'est de dire, on lui demande pas, justement, ce qu'on lui a dit, on ne demande pas de nous libérer, on demande justement de ne pas soutenir, ou de ne pas soutenir ceux qui, de ne pas être un soutien aux dictatures. D'autant plus que vous êtes un pays des droits de l'homme. Vous ne pouvez pas être un soutien aux dictatures, même si vous ne pouvez pas nous libérer. Voilà, là-dessus. Maintenant, la deuxième chose que je vais dire, je suis d'accord qu'il y ait des doutes. Je suis d'accord aussi que les gens n'y croient pas. Bon, quelqu'un n'y croit pas. Moi, il y a deux choses. Hein. C'est seulement par le travail que je vais faire que je vais le ramener à la raison. Donc moi, tant mieux s'il ne croit pas. Moi, j'espère que dans quelques années, quand on va faire bouger les choses, j'espère pouvoir les faire bouger avec les 11 autres THI. Quand on réussit à faire bouger les choses, j'espère qu'en ce jour-là, son sentiment va changer. Maintenant, une dernière chose, on ne peut pas rester sur des postures. Emmanuel Macron est néocolon, etc. Si on part sur cette posture, on ne réussit rien. Donc moi, je ne veux pas avoir cette posture. Moi, je ne veux pas me mettre en posture de j'ai en face de moi un néocolon. Moi, je suis plus dans la posture de j'ai un président qui est conscient comme moi qu'on a une relation importante et que cette relation-là, on doit tout faire pour qu'elle marche bien alors qu'elle a des problèmes. Il me dit, viens discuter sur ces problèmes, je viens, je discute. C'est un peu ça ma posture. Sinon, si on part sur le principe que si un néocolon ne dialogue pas, bon, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je pense qu'on a dit pendant longtemps que c'est mauvais, il y a de mauvaises choses. À partir du moment où le président même de ce pays nous dit, venez qu'on discute pour ça, pour essayer de changer. Moi, je vois ça comme une opportunité. Voilà comment je suis parti. Et ça peut, je le répète, ça peut être naïf, ça peut être candide, mais nous, on y croit et on espère avoir raison. Et voilà. D'accord. Ok. Merci beaucoup. Je rappelle à tous ceux qui sont dans la ligne, nous sommes très nombreux dans la ligne. Aujourd'hui, on est arrivé
à 412 personnes dans la ligne. Nous sommes très nombreux et je demande à chacun de nous patienter pour les questions et que aujourd'hui j'utilise mon téléphone portable pour la communication. Donc si on m'appelle, il y a des gens, je reçois des appels sur mon téléphone, je ne peux plus décocher, sinon ça va perturber la communication. Toutes mes excuses, vous pouvez m'envoyer des messages par WhatsApp ou des textos et je dirai ça. D'accord, merci beaucoup, docteur. Nous allons donner maintenant la parole à Serge. Serge, vous avez la parole. Bonjour, docteur Arthur. Je suis Serge Nyawa depuis les États-Unis de Tempo Afrique TV. Je voulais profiter de cette occasion pour vous dire merci encore de ce que vous avez fait. Mais je suis un peu resté à ma fin, dans la mesure où aujourd'hui nous avons 54 pays d'Afrique. Nous devions avoir sur la table où vous étiez assis 54 personnes. Et chaque pays devait quand même venir à bout portant avec le problème du vécu de leur pays pour en parler. Je prends l'exemple du Togo. Il y a quelqu'un qui a parlé, parce que c'est le pays, moi qui m'étais en cœur, je suis ivoirien, mais le Togo encore souffre plus que tous les pays. Il va falloir que M. Emmanuel Macron nous dise la vérité sur le Togo. Je sais que vous avez participé, je sais que vous allez aller quand même causer avec lui, mais le Togo est en train de souffrir avec une certaine dictature. Emmanuel Macron, pour ne pas dire le président Emmanuel Macron, sait réellement que au Togo, il y a eu ce qu'on appelle des élections, il y a eu un gagnant, il y a eu deux sortes de résultats. Ben, on n'a pas pu supporter celui qui a gagné, mais on supporte réellement la France-Afrique. Et c'est de cela qu'il s'agit. On vous a appelé, vous êtes la jeunesse, vous allez représenter aujourd'hui l'Afrique. Mais nous sommes sérieusement restés à nos fins. Désormais, je pense que vous allez encore relancer le sommet Afrique-France pour pouvoir inviter tout le monde et prendre 54 pays, c'est-à-dire que 54 personnes représentant ce pays, et puis chacun doit essayer de soulever le problème. Je ne sais pas comment le choix a été fait. Et aussi, nous voulons peut-être, si on peut, les journalistes, on peut être devant M. Emmanuel Macron, les journalistes de la diaspora profonde, on peut être devant M. Macron pour lui dire aussi certaines choses, si on peut avoir cette doléance. Mais d'ores et déjà, je prends encore ce qu'on appelle les troisième mandats. M. Macron a parlé de ces troisième mandats. Mais aujourd'hui, le Togo, là, ça a sauté sous les yeux de Macron. Il n'était même pas fichu de parler du Togo. Et il allait parler de la Côte d'Ivoire de l'autre côté. Mais c'est pas tout ce qu'il a dit. Moi, je ne vois pas une sincérité. On ne peut pas dire que l'autre là, parce que c'est la constitution qui importe. Ce n'est pas ce que l'on dit ou bien avoir un soutien, ou bien l'émotion. On doit écarter tout ça. C'est pourquoi l'Afrique aujourd'hui vraiment est en panne de cette démocratie. Donc, je pense que M. Emmanuel Macron a fait il a croisé la jeunesse, mais il va falloir qu'on reprenne ce qui a été comme Afrique Sommet. Il n'est pas encore complet. Ok. D'accord. Merci beaucoup, Serge, pour votre intervention. Alors, docteur, cette question revient toujours, hein? Oui, ouais, la question revient toujours. Je veux dire, quand j'ai entendu, je suis que c'était, sinon on dit c'est un bon BT, et le BT pour l'espace étranger, pour parler comme on dit en Côte d'Ivoire. Donc je suis pas surpris. Un BT qui fait la langue de bois n'en est pas un bon. Donc là, j'ai eu un bon. Mais bon, pour être plus sérieux, non, mais honnêtement, sur cette question, il a même été, je vais trahir un peu, donc c'est qu'il a même été plus franc en aparté que sur la scène. C'est comme disait le gars avant. Est-ce que comment lui, c'est pas à lui parce que il aussi, est-ce qu'il doit se lui en donner des leçons? Est-ce qu'il doit venir nous dire en Afrique, par exemple, voici la catégorie des bons régimes, voici la catégorie des mauvais régimes? Est-ce qu'il doit venir le faire? Est-ce qu'il doit aller jusque-là? Nous, on lui a dit non, vous n'avez même pas vous ne devez même pas le faire parce que c'est encore venir nous infantiliser. Ça, c'est nous qui devons le faire. Là, ce que nous, on peut obtenir de lui, c'est de dire, écoute, au moins, ne t'affiche pas avec eux, au moins, l'aide publique, on veut même plus l'aide publique, les investissements solidaires,
si tu estimes que dans un pays, il y a de la dictature, touche des ONG, des trucs directs plutôt que l'État. Voilà des choses qu'on peut faire. Mais je veux dire, les premiers responsables de la démocratisation de l'Afrique, c'est nous-mêmes. Voilà, c'est nous-mêmes qui devons trouver nos mécanismes, notamment nos institutions panafricaines. Elles ont plus de légitimité que Emmanuel Macron pour se prononcer sur ces questions-là. Et c'est vers elles qu'on doit se tourner. Après, nous, on a dit, et vous l'avez sans doute vu, à Emmanuel Macron de faire quand même un effort supplémentaire pour les cas qu'on peut estimer des dictatures. Voilà. Maintenant, pour la représentativité, vous avez vu, on était 11, on a fait 3 heures. Si on devait prendre 54 personnes, waouh, on serait encore en train de faire le sommet, hein. Donc c'est pour ça qu'on essaie de prendre un lot. Et dans ce lot, on essaie, nous qui étions dans ce lot, on a essayé justement de répondre aux problèmes de tout le monde pour essayer de parler au mieux de l'Afrique. Voilà. Oh. D'accord, merci beaucoup, docteur. Docteur, si vous voyez que la question du Togo, ça revient parce que ça fait mal de nous voir au 4e mandat. Et vous n'êtes sans savoir que nos chefs de l'État aussi, dans nos pays, après les élections, tripatouillées ou volées, ils attendent toujours un mot de la France. Et il y avait un événement qui s'est produit au Togo, dans la situation du Togo, après les élections du 20 février 2020. Et il paraît que la France a félicité Faure Gnassingbé pour son 4e mandat. Et dans un premier temps, il y avait un flou sur cette lettre de félicitation. Même sur l'originalité de cette lettre de félicitation, il y a toujours le flou là qui demeure, toujours, jusqu'à ce jour. Mais la dernière fois, quand Faure a été reçu en France, c'est là que nous avions compris que, bon, voilà, et c'est ça qui fait la force de nos dictateurs, de nos présidents qui s'éternisent au pouvoir. Quand ils sont reçus à Paris, à l'Élysée, ou bien quand ils reçoivent les lettres de félicitations, eh bien, ils pensent qu'ils ont la caution de la France. Alors, est-ce que vous pouvez faire quelque chose dans ce domaine-là? Est-ce que vous pouvez mettre ça dans vos recommandations, dans vos suggestions et recommandations, que quand les élections sont contestées, il faudrait nécessairement que la France ne félicite pas et que la France, parce que le mot de la France, ça compte. Un petit mot de la France, le dictateur l'utilise, le massive pour essayer de convaincre la population. Donc, est-ce que ça, c'est vraiment, on vous demande un grand pardon de le faire au niveau des 11 pour insérer ça, de stopper les dictateurs, ceux qui changent les constitutions. Au moins, quand vous changez votre constitution pour rester au pouvoir au 3e, 4e mandat, eh bien, vous n'avez plus le droit d'aller en France. Et ça pèse sur eux aussi, puisque l'opposition aussi utilise ça pour dire que, voyez, vous n'avez pas été reçu en France. Ça veut dire que la France n'a pas approuvé votre élection. Et ils disent que non, attendez, vous allez voir, nous, on sera reçu. Donc, c'est une guerre. C'est une guerre. Quand la France parle, ça pèse pour beaucoup d'acteurs. D'accord, c'est entendu. D'accord. Je vais donner la parole à une dame. Dada Yele, on va écouter la voix de la dame. Oui, bonsoir et bonsoir, docteur Arthur. Bonsoir, madame. Oui, je vous félicite. Je suis très ravie de votre présence ici ce soir. Moi, je ne vais plus revenir sur le cas du Togo, c'est déjà dit. Je suis togolaise et nous souffrons. Comme vous êtes proche du président Macron, où vous pouvez le raconter, si vous avez la chance de le raconter une fois encore, n'oubliez pas de parler du Togo. Et ma deuxième question, c'est que si vous pouvez m'expliquer clairement ce que veut dire notre sœur burkinabé en demandant à ce qu'on lave la marmite. Parce que moi, je ne vois pas qu'il faut laver cette marmite-là. Il faut seulement brûler, renverser et acheter une autre. Si vous pouvez me donner, peut-être qu'il vous a expliqué ce qu'il voulait dire par là. Je veux plus d'explications. Merci. D'accord. Ok, c'était... Merci. Laver la marmite, en fait, plutôt qu'une nouvelle marmite, c'est quoi? Laver la marmite, c'est de dire on a une histoire commune.
qui a ses saletés. Voilà. En l'avant, c'est-à-dire si on bat d'un processus de reconnaissance, un processus de pardon, mais avec Macron, on est tombé d'accord, au moins sur la reconnaissance, après un travail qui sera fait en commun par des historiens. Si on reconnaît au moins ce qu'on a fait de mal, donc c'est ce que l'on appelait laver la marmite, c'est qu'on va pouvoir avancer dans notre histoire, parce que notre histoire avec la France, on ne peut pas la changer. Si vous demandez de changer de marmite, c'est comme si vous voulez qu'on on peut pas changer notre histoire. Il y a des choses qui ont été déjà faites. Il faut juste reconnaître dans ces choses-là qu'est-ce qui a été mauvais, qu'est-ce qui a été bon. Et ce qui a été mauvais, s'il faut comment corriger ça, pour qu'ensemble on continue de faire de bons plats dans cette vieille marmite. Parce que plus ces marmites sont vieilles, paraît-il, elles font de meilleurs plats. Donc c'est comme ça qu'on voit. C'est un peu comme ça que je peux vous résumer l'expression de Elda. C'est-à-dire qu'il faut reconnaître les fautes qui ont été faites et les corriger. Ça va permettre à la marmite donc d'être un peu plus propre, plutôt que de faire comme si rien n'existait ou de rejeter tout ça quelque part. Docteur, je rappelle à tous ceux qui viennent de rentrer encore dans la ligne que votre ligne est muette. Nous sommes arrivés à 450 dans la ligne. Alors, pour Gilles, vous avez la parole. Oui, bonsoir, docteur. Bonsoir. Bonsoir. Oui. Rapidement, je ne vais pas répéter les mêmes questions, mais je vais aller tout simplement au fait. Tout d'abord, je voulais poser rapidement à vous, quelle est la différence de ce sommet des jeunes avec le président français comparativement à ce qu'ils font avec les chefs d'État? Ma deuxième question, je vais dire par là, qu'est-ce que ça va donner si ce n'est pas les mêmes choses? Et ma deuxième question, comme on le dit souvent, les Français disent souvent, d'ailleurs moi je suis plus d'origine française que Macron, les bons vins restent toujours, les bons vins français restent toujours en France. La France ne donnera jamais ce que l'Afrique ou bien les Africains veulent. Nous devons l'arracher par la force, en commençant par l'intérieur de l'Afrique nous-mêmes. Je ne vois pas de solutionner le problème de l'Afrique. Nous nous souvenons très bien. Vous venez de dire que vous êtes confiant de Macron, c'est cela. Je ne sais pas si vous avez oublié un peu les informations, bien les passés des chefs d'État français. C'est-à-dire que Mitterrand et consorts, ils ont, jusqu'à Dessin, autres, ils ont confirmé dans des interviews comment ils s'empochaient de l'argent, ils prenaient de l'argent des chefs d'État africains, et que maintenant que ça va. Et ça n'a jamais été arrêté. Donc je ne vois pas pourquoi le petit Macron va nous dire aujourd'hui. Tout dernièrement même, il avait bien dit au passage ici aux États-Unis, au Canada, on interpellait pour la France, les autres ont dit, il a bien dit, bon, allons aux élections, que c'est les élections qui pourraient... Sachant très bien que le gars a déjà passé de 3 mandats. Donc, je crois que tous ces problèmes-là, nous devons normalement le résoudre à notre côté en Afrique. En commençant, comment? Tout d'abord, les invitations qu'on vous a données, je ne sais pas sur quels critères vous êtes tous invités là-bas. Rapidement, du moins, vous devez vous consulter en tant que les Africains sur les 54 États pour voir quelle liste de problèmes on peut s'affronter avec le chef d'État français. Si vous allez dans des petits groupes dans ce sens, je veux dire par là que c'est divisé pour régner. C'est comme ça que la France, les Européens, les autres font toujours pour nous diviser. Je vous remercie. D'accord. Merci. En fait, comme je dis, on a la seule légitimité d'être africain, c'est tout. Et d'ailleurs, on a dit, quand on est arrivé, on s'est dit, on n'est pas mandaté, mais on va se comporter comme des gens qui sont mandatés. C'est-à-dire, on ne représente personne de façon officielle, mais on va se comporter comme des représentants d'eux. Voilà. Et donc, les discussions, on les a faites partout. Moi, avant de venir, je ne vous connaissais pas. Sur aussi ma page Facebook, par exemple, j'ai mis aux gens, je vais rencontrer, dites-moi ce que vous voulez. D'autres ont parlé, certains non, la plupart m'ont insulté d'ailleurs, mais c'est pas grave. Hein? Donc, les problèmes qu'on a posés, on a abordé la question de la démocratie. On n'a pas peut-être prononcé le nom du Togo,
Mais vous regardez, on a abordé cette question-là de la démocratie. Et on a abordé la question des tripatouillages des textes. Et moi, je peux vous garantir que ça, c'est l'une des grandes inquiétudes du président Macron aujourd'hui. Ça, il nous l'a dit 2 fois dans les 2 entretiens. Parce qu'il voit bien la dynamique. C'est une dynamique qu'il faut enrayer. Voilà. Une fois que cela s'est dit, et puis on ne vient pas chercher les problèmes, on ne vient pas régler les problèmes de l'Afrique en France. Non. On dit, un pays, il a des problèmes, un continent comme l'Afrique, il y a des problèmes qui sont internes à nous. Mais il y a des problèmes aussi dans notre relation avec d'autres pays. C'est-à-dire, la dynamique, la gestion d'un pays, c'est d'abord les choses internes, on est bien d'accord. Mais c'est aussi de la relation extérieure. Donc, pour corriger la relation extérieure, il faut que tu bavardes avec ton partenaire extérieur. C'est ce que nous sommes venus faire. Nous ne sommes pas venus dire à Macron, non, comment on va faire pour que il y ait plus de progrès économique. Non. Dans notre relation, dans ce qui nous lie nous deux, qu'est-ce qui ne marche pas? Dans ce qui lie nous deux, comment on peut faire pour que ça marche, ça arrange la démocratie, le progrès économique, etc. On ne vient pas demander des solutions pour nous. On vient demander des solutions dans ce qui nous lie déjà. Et ça, on est obligé d'en discuter avec le partenaire. Voilà. Donc, c'est voilà pourquoi on est venu pour discuter avec eux. Est-ce que ça sera nul parce qu'il n'y a pas de chef d'État? Mais c'est ce qu'on dit qui peut lui permettre, lui, justement, de pouvoir parler à ses pairs. C'est ce qu'on va lui dire qui va permettre de savoir ce qu'on pense au plus profond de l'Afrique. Parce que les pairs, eux, ils ont des intérêts politiques, géopolitiques, économiques. Est-ce qu'ils disent tout? Moi, je pense que nous, on a saisi cette aubaine et honnêtement, on n'a peut-être pas dit le nom du Togo, mais on a bien parlé de la démocratie, on a bien parlé des troisièmes mandats. Et avec le président Macron, voici ce on lui a proposé qu'il a accepté. D'encourager la pratique démocratique dans notre pays à travers les mouvements associatifs. Donc, d'où la mise en place d'un front sur la démocratie. Ensuite, de privilégier la société civile quand dans des pays on sent que la démocratie n'est pas ancrée. Et comme vous l'avez dit, de ne pas s'afficher avec les gens qui sont contre la démocratie. Voilà. Maintenant, Macron, lui, il ne peut pas venir dire Ford n'est pas le président du Togo. Ça, c'est pas à lui de le dire. Non, lui, il est président, il attend. Si on veut lui dire qu'au Togo, c'est Ford qui a gagné, il y a des pratiques diplomatiques. Après, du moment où n'importe quel président est élu dans n'importe quel pays du monde, vous avez un ambassadeur, vous êtes obligé de lui envoyer une lettre de félicitations. C'est comme pour une lettre de condoléances. Peu importe, à partir du moment où qu'il a gagné des élections, vous le faites. Ça, moi, je ne vais pas lui en vouloir pour ça. Mais après, là, je suis d'accord avec vous, on ne peut pas le recevoir en grande pompe. Si on n'est pas d'accord, on peut peut-être le féliciter, ça c'est diplomatique, mais pas aller au-delà. Là, je suis entièrement d'accord avec vous, et si on le lui a dit, on le lui redira. Je veux dire, on n'a peut-être pas prononcé le nom du Togo, mais on a parlé de la démocratie en Afrique, qui est quelque chose d'important. Et on n'est pas venu ici pour chercher à régler les problèmes de l'Afrique. On le disait tout le temps à lui-même. Les problèmes de l'Afrique, laissez-nous gérer les problèmes de l'Afrique, c'est nos problèmes. C'est les problèmes qui lient nous de notre relation. C'est ça qui nous intéresse. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, docteur. Docteur, je suis très content de cette rencontre parce que ça vous a permis aussi d'écouter les autres et de prendre en compte aussi leur point de vue. Et tout à fait. Au niveau des 11, comme quelqu'un l'a suggéré, dit, est-ce que les 11 peuvent quand même travailler avec les autres pays avant de sortir la feuille de route? Parce que déjà, vous devez parler de la semaine prochaine. Oui, bien sûr. Je pense qu'on peut garder, de toute façon, de notre discussion, j'entends des choses claires, comme ne pas s'afficher. Et on a ouvert, vous avez mon contact. À chaque fois qu'il y a des solutions à proposer, vous pouvez me contacter et compter sur moi. Il n'y a pas de souci dessus. D'accord. Merci beaucoup, docteur. Je vais donner la parole à Edem. Bonjour docteur, je vous remercie d'être ici aujourd'hui. Oui, bonjour. Je veux tout d'abord dire que notre problème en Afrique, c'est comme la jeunesse n'a pas la meilleure direction. Le développement africain d'abord doit être endogène
et ne doit pas être exogène. La France est le lion et nous, en Afrique aujourd'hui, nous sommes le gibier. Quelle que soit la discussion intellectuelle ou quoi avec le lion, le gibier n'aura jamais raison. Si la France réfléchit aujourd'hui d'organiser un tel sommet et inviter la société civile, c'est parce que la France a chaud. Donc, je veux vous dire que, monsieur le docteur, vous êtes très intelligent. J'ai écouté tous les 11 là-bas et je les ai tous aimés. Mais présentement, la France a réussi à vous salir un peu devant la jeunesse générale africaine. Notre problème, c'est comment nous allons faire pour engager un développement endogène. C'est lorsque nous allons nous retrouver que la France même va fuir. Ce n'est pas en négociant avec la France que nous allons avoir gain de cause. Donc, vous êtes nos frères et sœurs très intelligents et très intellectuels. Pardon, si c'est une conférence de presse que vous allez faire, commencez là. Et pour commencer par vous, c'est-à-dire pour enlever cette saleté. La France vous a vraiment sali devant la jeunesse africaine. Parce que tout ce que la France fait, la France n'a jamais eu de quelque chose. Tout ce que la France fait, ce n'est pas transparent. La France est toujours obscure. Par exemple, votre choix, personne en Afrique ne comprend. Et l'Afrique a un problème très compliqué. Si la France veut vraiment être ouverte, elle pouvait dire à tous les pays de présenter peut-être un nombre de sociétés civiles et ils auront une conférence. Là, personne ne sait pas comment vous êtes choisi. Aujourd'hui, on s'est levé le vendredi, on voit 11 personnes parler, un problème qui est plus complexe, mais le problème que la France a, Macron même ne peut pas résoudre ce problème. Ok, bon, allez-y directement. Donc, ma suggestion aujourd'hui pour vous, c'est, vous êtes nos frères, une erreur a été commise, cherchez à lever cette saleté et nous allons tous savoir comment bâtir l'Afrique ensemble. Ça, la France. On n'a pas besoin de la France. La France est un lion. On n'a pas besoin de la France. Merci. D'accord. Merci beaucoup à M. Idem, c'est ça, non, pour votre question. Docteur, c'est ça, hein, cette question aussi. Non, mais non. C'est normal, hein. Comme je dis, hein, je savais à peu près, mais c'est très bien de faire le dialogue, hein. Moi je dis, je suis très content d'échanger avec vous et j'entends cette colère. La première chose que je veux dire, on n'a pas le sentiment d'être sali ou d'avoir sali quelqu'un. Ça, là-dessus, je suis très clair, très calme et très ferme. Je ne vois pas pourquoi quelqu'un d'autre aimerait l'Afrique plus que moi. Voilà. L'intervenant qui vient de parler aime l'Afrique profondément, mais moi aussi je l'aime profondément. C'est pour ça que je suis venu. Je répète, je ne suis pas venu chercher le développement de l'Afrique ailleurs. Un développement, c'est d'abord endogène, mais bien sûr, je vais vous dire une chose, je n'ai pas voulu insister là-dessus, mais moi j'enseigne dans toutes les écoles militaires d'Afrique francophone. Je suis ivoirien, j'enseigne au Bénin, au Cameroun, au Sénégal. J'ai des engagements avec... je vais donner des conférences partout en Afrique où je peux. Pourquoi? Parce que je crois en Afrique. Moi, je travaille. Quand j'ai fini ma thèse en 2014, je travaillais ici. Quand j'ai rendu des missions pour aller en Afrique, mon patron me demandait si j'étais fou. Mais c'est parce que j'aime l'Afrique. J'aurais pu rester en France. J'aime l'Afrique. Et c'est parce que j'aime l'Afrique que je suis retourné en Afrique pour former des jeunes Africains. Ça, c'est de l'amour pour l'Afrique. On aime tous l'Afrique. On aime tous notre continent. Et on travaille tous sur des solutions endogènes. Mais le monde n'est pas qu'endogène. Je vais vous donner un exemple. La crise climatique, prenons rien que ça. Un seul pays prend des mesures, il ne change rien contre la montée du climat. La Covid qu'on a eue, la crise sanitaire. Un seul pays ne peut pas empêcher la Covid. Il faut une coopération internationale sur ces sujets-là. Si des sujets comme le franc CFA, si des sujets comme les visas, faciliter les visas pour nos jeunes étudiants qui veulent se rendre performants dans d'autres pays. Mais c'est avec ces pays-là qu'on discute. Et c'est de ça qu'on vient discuter. Si le franc CFA
Mais pour réformer le franc CFA, il faut bien qu'on discute avec la France qui détenait, elle ne le détient plus, les réserves. Sinon, comment on fait? Mais même ce soir, regardez bien. Et Macron est d'accord avec nous. Quand on arrive le franc CFA, ce n'est pas pour que chaque pays retourne dans sa monnaie, c'est pour qu'on puisse créer une monnaie africaine. Ça, c'est ce que nous souhaitons. Donc, ne pensez pas que on va servir Macron. Non. Mais dans un rendez-vous, chacun a ses intérêts. Si lui veut se faire élire, ça c'est son problème. Moi, si j'ai mon problème c'est comment je fais pour que mon continent bénéficie de cette relation. Comment je fais pour que, comme demain, il peut avoir des relations avec la Chine, avec la Russie, avec les États-Unis, avec n'importe qui. Mais cela n'empêche pas de travailler nous-mêmes à des solutions internes. Cela ne n'empêche pas ces deux choses complémentaires. Et moi, je suis engagé sur toutes ces deux choses. Donc, je ne me sens pas sali. Je ne pense pas que j'ai sali. Je ne me repentirai pas. Au contraire, ça me motive même à réussir la mission que je me suis donnée avec nos amis. C'est notre démarche. Mais c'est parce qu'on aime profondément l'Afrique, qu'on l'aime autant que vous tous. Et c'est pour ça que je suis ouvert. Je dis oui, venez, trouvons ensemble des solutions endogènes aussi. Il y a des projets endogènes sur lesquels on doit discuter. On peut se soutenir, on se soutient. Maintenant, s'il faut parler avec des partenaires, qu'on peut avoir le même discours, parler avec ses partenaires, on y va. Nous sommes totalement ouverts. On aime autant l'Afrique que vous tous. Et tout ce qu'on fait, c'est d'abord pour ce continent-là. D'accord. Merci beaucoup, docteur. Il y a une question qui est arrivée sur WhatsApp. La personne demande est-il arrivé que Macron ne gagne pas aux élections prochaines? Et que faire et comment deviendrait le projet? On va déjà espérer qu'il gagne honnêtement pour ce projet, mais bon, ça c'est une question française. L'État, c'est une continuité. Voilà. Il y aura naturellement, nécessairement des relations entre la France et l'Afrique. Ça, on peut, rien que par les diasporas, rien que par ça, rien que par nos langues, rien que par la culture, il y aura toujours des relations entre la France et l'Afrique. Notre histoire, la marmite, elle est là, on ne pourra pas l'échouer. On ne pourra pas la renverser. Donc celui qui va venir, il va regarder. Moi je pense que les solutions qu'on propose sont bonnes. Elles vont même au-delà de la personne d'Emmanuel Macron. Je pense que ces solutions-là sont à la fois dans l'intérêt de la France et de l'Afrique. Parce que aussi, quoi qu'on dise, l'Afrique aussi aide la France. Hein. Sans l'Afrique, la France n'est pas aussi ce qu'elle est. Donc ce qui peut arranger l'Afrique, ça arrange aussi la France. Voilà. Donc le problème, il n'y a pas un président qui va venir et me dire, bon, si les solutions qu'on propose sont des solutions qui vont dans le sens du renforcement de notre relation, je pense que le président qui va arriver, il va les appliquer. Parce que l'Afrique est l'un des espaces géopolitiques sur lesquels la France se retrouve. Donc c'est dans son intérêt aussi qu'on ait une bonne relation. Rakat Kofi, si votre téléphone... Ok. Merci, monsieur l'invité, d'avoir accepté notre... Allô? Vous nous écoutez? Oui, allô. Oui, okay. Je vous écoute. Oui, merci beaucoup, l'invité. Et merci, monsieur le modérateur aussi. Je m'appelle Vasquez Kofi. Je suis ressortissant du Togo. Je m'en vais tout droit à ma question. Est-ce qu'il y a eu concertation au sein de la société civile ivoirienne avant votre départ pour Montpellier? Ma première question. Et la deuxième question, elle est un peu plus proche de cela quand même. Et l'ancien président de la Côte d'Ivoire disait que lorsqu'ils allaient à l'école, ils n'étaient pas le plus intelligent, mais il y a des gens très très intelligents, plus que lui, Gbagbo, Laurent. Mais... D'accord. Ok, merci beaucoup. Raket Kofi. C'est une chance formidable qu'il a eu de se retrouver là-bas. Il a eu une très bonne fonction. Il est professeur d'université, oui.
Et professeur d'université, il enseigne à l'université, il n'a pas autant besoin de l'argent. Dieu a fait les choses qu'il est devenu président. Je m'en vais tout droit pour dire à notre invité, monsieur le docteur, que tout ce que l'on peut amasser ici comme fortune, on va quitter. C'est seulement nos œuvres qui feront que on va garder nos noms sur terre. Ceci étant, et je dirais que ils ont déjà commencé le sommet, ou bien c'est terminé, je ne sais pas trop. Il y a des activistes, pour eux même par exemple, je sais que je ne dis pas qu'il n'est pas valable pour représenter nos États africains en France, mais il y en a d'autres. Il y en a des activistes, par exemple comme son confrère qui est en France, qui lui aussi est professeur, Yamsi, le Camerounais, le président Bandakali, et tant d'autres. Ceux-là, si c'est que ils avaient eu de concertation avant d'aller en France, au moins ceux-là aussi pouvaient toutefois leur suggérer des choses que lui, Dr Banga, n'a pas pu imaginer. Ensemble, ils vont penser à cela avant de se retrouver à Paris. Okay. Bon, et pour aller encore loin, est-ce qu'il a une idée sur le fait que un président français appelle la société civile de toute l'Afrique à se retrouver en France pour discuter de l'affaire, ou bien de la relation, de la coopération entre son pays, la France, et les pays africains? Est-ce qu'il a une idée à peu près à nous dire ici? S'il ne le sait pas, moi je vais lui dire, c'est que la France est attirée par, la France est attirée par nos ressources minières qui se trouvent dans les pays sahéliens, Mali, Guinée, autres là. C'est ça qui attire cette France vers nous, et au lieu de faire le bon jeu, elle passe à côté. Permettez-moi d'être un peu plus long, 1 minute ou deux encore. Donc, oui, rapidement, si on est non plus dans la ligne et puis oui, je sais. Si on rate notre coopération avec la France, on peut traiter avec d'autres. La France n'est pas la seule nation avec laquelle on peut traiter. Donc, ceci étant, on doit dire la vérité à cette France-là. Et de deux, professeur, que M. Banga je suis un peu surpris qu'il constitue une élite de toute l'Afrique. Ceux-là qui sont représentés en France actuellement constituent des élites. Ce sont des guides de ceux-là qui sont dans les fermes, ceux-là qui n'ont pas pu avoir la chance d'atteindre là où ils sont pour être pointés ou bien appelés par cette France. Donc, ils n'ont qu'à penser à cela. Le fait qu'ils constituent le guide pour toute l'Afrique. D'accord. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. Docteur. Oui, d'accord, je vais revenir sur le processus de désignation. Je pense que voilà ce qui se passe. Quand le sommet de Ouagadougou prend fin, pardon, j'ai dit le sommet, je commence à être fatigué. Quand Macron arrive à Ouagadougou, il discute avec les jeunes. Il y a Achille Bembe qui fait une tribune dans laquelle il estime que Macron ne comprend pas bien les enjeux. Vous comprenez? Et donc, Macron lui dit, écoute, c'est très bien. Comme vous dites que je ne comprends pas les enjeux, que je ne peux rien changer, je vous invite à m'aider à changer. Donc, venez pour qu'on travaille ensemble pour faire changer cette relation, pour sortir de la France-Afrique. Il y a deux choses. Soit Achille Bembe refuse, et sans doute beaucoup l'auront applaudi, soit il accepte et il tente de faire quelque chose. Il décide d'accepter.
et de tenter de faire quelque chose. Voilà. Et donc, il doit faire un rapport qu'il a déjà publié. Je vais vous envoyer le rapport même pour que vous puissiez le lire. Mais au moment où il doit faire le rapport, pendant 7 mois, il dirige avec ses équipes des discussions dans 13 pays. Et donc, dans ces 13 pays, 12 pays ou 13 pays où il fait ses débats, d'abord, c'est des débats qui sont ouverts. On essaie de communiquer dans les réseaux de la société civile de ces pays et des diasporas en France pour que les débats se fassent. Donc, pendant ces débats, il tire lui-même et ses équipes des enseignements et il remarque des personnalités, des jeunes, des personnes. Voilà. Et donc, au moment de remettre le rapport, il dit, OK, on va profiter du sommet Afrique-France pour discuter des grandes décisions autour de ce rapport. Et nous, on a eu le rapport en même temps que tout le monde. Bon, disons un jour avant, quand même. Mais il veut discuter ses conclusions. Donc, les jeunes, les femmes qu'il a remarquées durant le processus de débat, il les appelle. Pour être honnête, moi-même, je ne participe même pas au processus de débat. Voilà. Mais quand il finit son équipe, il lui manque quelqu'un sur les questions militaires. Il se trouve que moi, j'ai fait une thèse sur ces questions. Donc, des gens lui recommandent de me parler, je ne le connaissais pas. Et je l'ai vu, on a discuté 2 fois 2 heures, et il m'a introduit dans l'équipe. Donc, voici comment est née l'équipe. Et quand on est venu, on nous a demandé, lui, il y a un débat qui va être organisé, est-ce que vous l'acceptez? Moi, je suis d'un pays, vous pouvez savoir si M. Niawa encore connecté pourra vous dire, je suis d'un pays où la guerre, elle a laissé les choses. Moi, je sais plus combien de gens qui m'insultent par jour sur les réseaux sociaux. Le sommet, il est fini vendredi. Donc, depuis samedi, j'ai pas de chambre d'hôtel. Je dors chez mon ami. Mais les gens me disent que j'ai mon compte rempli de millions. Je savais toutes ces injures-là. Je savais cela. Mais, qu'est-ce que je fais, comme Achille le dit? Est-ce que je me dis, OK, la Fédération France-Afrique, c'est foutu, faut qu'il dégage, Macron c'est un colon, donc je ne parle pas avec lui? Ou est-ce que je me dis, OK, voilà quelqu'un qui me dit de venir discuter de la suite, donc je viens discuter de la suite avec lui pour essayer de trouver des solutions. Comme Achille, j'ai choisi ça, pour venir discuter. Maintenant, quand on a ouvert la discussion, et quel point qui n'a pas été abordé? On a tout abordé. On a abordé les francs CFA, on a abordé les bases militaires, on a abordé le regard paternaliste, on a abordé notre histoire commune, on a abordé tous les sujets qu'on entend, la jeunesse, les start-up, les entreprises. Tout ça, ça a été abordé. Parce que les 11, on s'est connus que le lundi. C'est le lundi matin qu'on s'est connus pour la première fois. Et durant 4 jours, il fallait que nous-mêmes on discute entre nous. Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce que toi tu veux? Tu as entendu ça dans tel pays? Tu as lu tel article de presse? Comment on formule ceci? Pour envoyer quelque chose de collectif. Donc, voilà le processus de désignation. Voilà. Et voici pourquoi on s'est engagé là-dessus. Et moi, je pense que je suis plutôt fier de ça. Moi, je suis plutôt très fier d'avoir posé des problèmes. Je pense que dans l'histoire de notre relation, jamais, je dis bien jamais, quelqu'un a pu regarder en face le président français et lui dire tout ce qu'on a dit là. Quand même. Liberté, France, CFA, démocratie, 3e mandat. Qui a pu s'arrêter un jour devant un président français pour faire un discours de 10 minutes dans lequel il revient sur tout ça? Qu'est-ce qu'on veut obtenir? Maintenant, si les gens pensent que c'est en refusant le dialogue, en disant dehors les Français à la mer, en disant tout ceci, cela, qu'ils vont réussir, c'est une voie, je le comprends. Mais moi, j'ai une autre. C'est la voie du dialogue. Pour qu'ensemble, on puisse bâtir des choses. Ce qui n'empêche pas de construire nos choses entre nous, Africains aussi. C'est pas deux chemins opposés. Ok. Merci beaucoup, docteur. On va aller rapidement. Paul. Yeah, allô Timothée. Yeah, bonsoir. Ouais. Et bonsoir à notre invité. Moi, je vais aborder le sujet. Je vais être tellement bref.
Ok. Et Emmanuel Macron a parlé. Moi, j'appelle cette conférence comme le truc là, comment il est en train de faire, comment il est en train de jouer un peu. Parce que, pourquoi j'ai dit ça? Emmanuel Macron a parlé du terrorisme. Et j'ai tout à fait d'accord. Et il faut regarder un peu. Est-ce qu'on peut expliquer qu'est-ce que ça veut dire terrorisme en Afrique? Mais je vais donner un exemple du Togo. Le président qui tue abondamment, qui tue ses peuples. Et après, il va à l'Élysée. Comment on lui fait le tapis rouge et il est content comme ça. Mais qu'est-ce que ça veut dire comme un terrorisme d'ailleurs? C'est comme, par exemple, il faut regarder la guerre, toute la guerre qui se passe en Afrique. Mais il y a toujours le Togo est dedans. On peut citer le Togo dedans, qui fournit les armes. La guerre en Côte d'Ivoire. Le Togo a fourni des armes aux rebelles en Côte d'Ivoire. Mais si Macron est en train de parler du terrorisme, mais dans mon pays, je n'ai jamais vu un groupe djihadiste qui a tué le citoyen togolais. Mais je vois toujours notre président qui tue le citoyen togolais. Qu'est-ce qu'on appelle ça? Le gars, il est terroriste. Mais écoute, je vous encourage pour faire le truc là et pour faire le sommet, mais en sachant que pour nous, le peuple aussi a leur vision du terrorisme, comment et la France est en train de maniganger les choses, mais vous êtes un Africain, vous êtes en train d'essayer de changer. Mais si vous êtes en train de faire votre réunion, pardon, il faut essayer de pencher un peu et réfléchir au Togo, parce que tout ce qui se passe en Afrique, la majorité passe au Togo, parce que c'est le Togo qui est le maître des terroristes en Afrique. Merci beaucoup. D'accord, merci beaucoup Paul pour cette suggestion au docteur. Docteur, comme je l'ai dit, le Togo, vous le savez très bien, est le seul pays de la sous-région qui n'a jamais connu de l'alternance. Donc, Paul vient encore recommander, suggérer à ce que dans le groupe de 11, pour finir les documents, il faut toujours insérer ces genres de choses. On va donner la parole à Kenvi. Ok, merci Timothée et bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Et bonsoir au docteur Arthur. Et tout d'abord, je le félicite d'avoir été un acteur de cet événement que lui-même il vient de dire, qui est inédit, qui n'a jamais été vu dans les relations entre la France et l'Afrique. Et j'ai deux questions. Et la première, c'est de lui demander si l'équipe de Achille Mbembe reste un groupe de contact permanent qui va travailler sur le long terme. Et puisque vous avez dit, bon, dans votre intervention là-bas, vous avez projeté jusqu'à 2030. Donc, est-ce que le groupe Achille Mbembe reste permanent pour le suivi de toutes les propositions? Et bon, et à part cela, et vous avez dit tout à l'heure que la démarche, en fait, la demande ou bien, disons, le déclic vient de Mbembe et que c'est Macron qui a saisi l'occasion pour inviter Mbembe. Et donc, bon, vous savez, moi, je lis cela comme Achille a donné une ouverture. Bon, il a ouvert, et comment dire, la porte à la France de revenir en Afrique, alors que la France est sur le point d'être déboutée
chassé de l'Afrique avec l'ensemble des mouvements radicaux qui voudraient qu'il y ait un changement radical entre l'Afrique et la France. Bon, changement radical ne voudrait pas dire qu'il y aura cessation des relations. Non, pas du tout. Et les États-Unis l'ont fait avec l'Angleterre et ils ont fait la rupture politique, mais les relations culturelles restent normalement. C'est ce qu'il faut penser. Et maintenant, si nous mettons les choses sur une perspective historique et de doctrine ou bien d'idéologie, vous-même vous êtes un historien, est-ce que vous ne voyez pas que c'est une répétition de l'histoire pas très lointaine au moment où les Africains avaient voulu se libérer entièrement de l'Europe ou bien de la colonisation en mettant en place l'Union africaine pour refonder le tout dans une nation africaine forte. Et ils ont commencé par mettre en place un groupe, le groupe de Casablanca, qui doit suivre Kwame Nkrumah pour une Afrique forte, unie. Et la France a rapidement trouvé un moyen pour créer le groupe de Casablanca, le groupe de Monrovia, qui veut être modéré et garder les souverainetés séparées des pays colonisés. Est-ce que vous ne voyez pas que vous nous ramenez dans cette perspective aujourd'hui où, en général, les sociétés civiles de la jeunesse veulent un changement radical, mais Macron a trouvé en vous une occasion de créer un second mouvement qui sera un mouvement modéré, un mouvement de dialogue, donc une force politique de centre qui va devenir un tampon entre les Africains, les jeunes mouvements radicaux. Et bon, on connaît bien sûr les noms, hein, on connaît les mouvements, les Kémy Séba, et les Nathalie Nyambe, etc. Donc vous devenez un tampon entre ce mouvement radical de l'Afrique jeune et la France actuellement. Et maintenant, pour être concret sur le projet même, sur les propositions, il y a 30 millions de dollars qui est proposé pour des actions d'améliorer la démocratie en Afrique. Et la démocratie en Afrique, s'il faut l'améliorer, il n'y a que sur les partis politiques qu'il faut agir. Est-ce que vous comptez constituer, vous, ou bien susciter en vous des partis politiques qui vont travailler contre les dictatures et vouloir prendre le pouvoir et travailler comme des partis modérés avec une idéologie, etc. Et bon, je suis en train d'imaginer. Ou si vous voulez rester dans la société civile, est-ce que les 30 millions là vont aussi bénéficier à des sociétés civiles assez fortes sur la position radicale? Par exemple, vous êtes ivoirien. Si nous prenons le projet de Charles Blé Goudé, est-ce que les 30 millions là aussi vont bénéficier à Charles Blé Goudé pour faire avancer la démocratie en Côte d'Ivoire? Donc voilà ce que je veux vous demander et merci beaucoup. D'accord, merci beaucoup à monsieur. Alors, docteur. Oui, ok. Je vais dire, le débat entre modérés et radicaux, c'est un débat qui est vieux comme le monde et qui ne finira pas. Voilà, donc on aura toujours des modérés, des radicaux, de tout ceci. C'est la diversité politique et idéologique. Voilà. Deuxième chose, c'est pas parce que la lutte politique n'est pas moins noble que la lutte radicale ou la lutte militaire. Vous dites que, en quelque sorte, Achille, moi la première fois que j'ai parlé avec le professeur Achille, je lui ai dit, j'entends beaucoup de choses. J'entends que vous êtes l'agent de la France. Nous allons dans ce débat-là pour faire la France agent de l'Afrique. C'est comme ça que je lui ai parlé. Je lui ai dit, si vous rejoignez votre équipe là, c'est pour que la France devienne l'agent de l'Afrique. Vous savez,
On regarde beaucoup aujourd'hui à 1960 avec les yeux d'aujourd'hui. Ce que nos pères fondateurs n'avaient pas, c'est des hommes. Quand on prenait un pays comme le Togo, en 1960, combien de docteurs, combien de médecins, combien de militaires, d'officiers généraux. Mais aujourd'hui, on a des hommes. On a rattrapé l'aspect où l'Afrique rattrape son retard, tant quantitativement que qualitativement, c'est les hommes. Donc, on a des intelligences. Quand Macron s'assoit en face d'Achille Mbembe, c'est deux intelligences. Quand moi je m'assois en face d'un Français, c'est deux intelligences. Chacun dans ce débat défend ses intérêts. C'est pas parce qu'on dialogue qu'on ne défend pas nos intérêts. Non. C'est pas parce qu'on a abouti à un accord politique qu'on n'a pas défendu nos intérêts. Non. Donc je pense que il peut y avoir, et je comprends qu'il y a une différence d'approche, il peut y avoir du ressenti avec contre la France, c'est normal, je le dis. Maintenant, faut que, soit dans l'unité, mais au moins dans le respect, chacun essaie de faire avancer l'Afrique. Nous, on estime que pour faire avancer les choses, il faut dialoguer. Je pense qu'on mérite autant de respect que ceux qui disent qu'il ne faut pas le faire. À la fin, on verra. Si après 2-3 ans, rien ne bouge quand vous m'invitez, je vous dirai la même chose. Que, vraiment, je me suis trompé il y a 2-3 ans. Je pense qu'on n'aurait pas dû y aller, etc. Voilà. Mais pour l'instant, je pense être sur la bonne voie, donc je continue. Je continue de discuter et avec Macron et avec ceux qui pensent que je suis la mauvaise voie. Moi, je n'ai aucun problème pour rencontrer, pour discuter avec des gens comme Kémy Séba. Moi, ça ne me gêne pas. Voilà, toujours il y a un dialogue, il y a un débat, on débat, on dialogue tranquillement. Moi, j'ai pas de souci. Voilà. Bon, notre ami demande est-ce que les fonds alloués, c'est les fonds. Ah oui, voilà, merci sur le fonds de la démocratie. Il faut faire attention. Et même dans le choix, il y a des gens que honnêtement, Achille a voulu inviter, mais qui n'a pas pu. Tout simplement parce que dans le choix des hommes, il ne fallait pas aussi fâcher les gouvernants. Ça, c'était très important. Donc, vous avez dit que les sommets, c'est les chefs d'État qui font. Donc, ce n'est pas des fonds pour aider les partis politiques. C'est des fonds pour encourager les initiatives démocratiques et les initiatives citoyennes. Par exemple, si vous dites au Togo, on a besoin de former, par exemple, les jeunes leaders des partis politiques sur voilà, les débats politiques, sur la culture électorale. Voilà, vous avez dans votre quartier, vous voulez faire une initiative citoyenne qui a besoin d'un financement. Oui, c'est sur ça qu'on va partir. Ça, c'est théoriquement, c'est pas sur aider des partis politiques en soi. Voilà. Par exemple, une élection, s'il faut aider des gens, je dis bêtement, on ne sait pas encore si, mais ce que moi j'ai encore dans la tête, s'il faut aider des gens à s'inscrire sur les listes électorales, ça c'est des choses qui peuvent être intéressantes. Voilà, parce que faire une campagne de sensibilisation pour dire aux gens, allez vous inscrire sur les listes électorales, ou bien si c'est des frais à payer, aider les plus pauvres à payer pour s'inscrire sur les listes électorales, ça c'est des initiatives qu'on peut prendre. Parce que ça favorise la démocratie. C'est pas un fonds de soutien aux partis politiques. C'est un fonds de soutien aux initiatives qui vont renforcer la démocratie. Et, a priori, ce serait d'abord la société civile qui serait en tête des choses. Mais les partis politiques vont bénéficier indirectement par le renforcement des capacités, par l'assistance qu'on peut avoir. Par exemple, je pense que si une ONG monte un projet où elle dit que elle, dans ce projet, c'est par exemple aider les jeunes à préparer un programme pour des campagnes locales, aux élections locales, ça peut s'encourager. Parce que, par exemple, dans ce cas, tu aides la démocratie, tu n'aides pas un parti. Bon, s'il vous plaît, la question sur la Côte d'Ivoire en particulier, et je dis, vous avez dit les questions entre modérés et radicaux. Bon, même si on ramène la question au niveau de la société civile, les initiatives civiles, quand j'ai parlé du COGEP, par exemple, on sait que le COGEP de Blé Goudé c'est très difficile, voilà. Non, je vous arrête tout de suite. C'est très difficile de financer le COGEP sur une nation, comme c'est difficile de financer le PDC sur une nation. Comme c'est difficile en ce moment-là,
on veut s'assurer aussi du côté apolitique du mouvement. Parce que si vous financez un mouvement qui est politique, en ce moment-là, l'État qui collabore avec vous va s'énerver à juste titre d'ailleurs. C'est des initiatives en faveur de la démocratie. C'est pas pour financer des oppositions. Ok. Parce que je me mets à la place d'un chef d'État. Si tu mets un fonds pour financer mon opposition, je ne vais pas l'accepter. Ok. Pourquoi tu tout ça? C'est bon? Oui, c'est bon. D'accord. Allô? Oui, allô? J'espère qu'il reste plus trop de questions parce qu'il commence à faire tard chez moi. Il est pratiquement 4 heures. Je pense qu'on va prendre encore une question puis c'est fini. D'accord. Oui, quoi, tout ça? Oui, merci. Vous m'entendez? Oui, je vous entends. Merci, professeur, d'être parmi nous. Hein. On ne va pas vous prendre trop de temps. Moi, je m'appelle Kwasi Clousset. Je me présente. Je suis le ministre de la Sécurité et la Protection civile du gouvernement légitime du Togo. Et nous sommes dans la diaspora, mais je ne me présente pas ou je ne vous parle pas sous ce titre-là. Je vous parle comme un Togolais qui veut le changement, non seulement pour le Togo, mais pour toute l'Afrique. Et en ce sens-là, je vous remercie d'avoir attrapé, je dirais, cette opportunité-là de pouvoir parler avec le président Macron et commencer par lui dire certaines vérités. Et les premiers pas sont toujours difficiles. Moi, je vous encouragerai à aller plus loin. Alors, pour aller plus loin et concrètement, voilà un peu moi les suggestions que j'aimerais vous faire. Et si vous pouvez les transmettre au groupe, si vous pouvez les faire avancer, parce qu'il y va de l'intérêt de toute l'Afrique. Et on dit chez nous que quand vous vous amusez avec quelqu'un qui sent mauvais, vous risquez vous-même aussi de sentir mauvais. Et je vais être franc avec vous. Actuellement, la France se sent très mauvais en Afrique. Je crois que c'est pour cela qu'on a parlé de casserole à laver. La casserole, elle est très sale. Bon, maintenant, en tant que politicien, ce que je vois venir, voilà un Macron qui bientôt, donc en 2022, doit lutter pour sa réélection et qui prépare donc, comme les dictateurs africains, son second mandat à la tête de cette France-là que nous connaissons, qui prône la démocratie, mais qui ne la prône qu'en France et pas en Afrique. Et pourquoi les gens sont un peu contre votre initiative? Je vais revenir là-dessus pour que vous compreniez. Et quand le président Macron reçoit quelqu'un comme Faure Gnassingbé et qui fait son 4e mandat, qui au jour où je vous parle là, détient près d'une centaine d'enfants dans ces prisons que nous considérons comme des prisonniers politiques. Et quand la France étant, je dirais, le tapis rouge pour ce monsieur, il n'a pas le courage, et Macron n'a pas le courage d'entendre aussi le rival à ce monsieur, en l'occurrence le docteur Aguemé, qui est gagnant de ces élections, c'est qu'il y a un problème. Ça veut dire que on peut avoir la suspicion. Et c'est ce qui fait que votre démarche aussi nous paraît suspicieuse. En ce sens que vous nous l'avez expliqué, hein, c'est bien l'explication. Mais un sommet pour l'Afrique, et je parle bien de l'Afrique, on devrait avoir au moins 50 représentants si possible. Quitte à ce que tous ne parlent pas, mais pour faire bien, pour nous faire sentir que c'est l'Afrique quand même qui est représentée,
il fallait plus de 11 personnes. Ça n'a pas été fait. Donc, c'est des recommandations que je vous demande de saisir pour pouvoir améliorer votre démarche. Il va falloir que vous, maintenant, vous approchiez des 34 pays, ou du moins de l'Afrique francophone, pour leur expliquer ce qui s'est vraiment passé, pour que le peuple, qui est décideur, la population africaine qui aujourd'hui réclame le départ de la France, que cette population-là comprenne et veuille vous dire franchement que oui, ils sont pour que la France continue de vouloir collaborer avec nous parce que nous avons appris leur langue, nous voulons parler avec eux, ou que non, nous voulons que ça finisse. On veut divorcer avec la France, on veut aller dans la direction de notre choix, on veut aller comme un peu les Maliens aujourd'hui, embrasser les Russes si on veut, aller vers les Chinois si on veut, et nous autres qui sommes aux États-Unis à embrasser les Américains si on veut. Il faut que vous alliez vers cette population et que vous puissiez transmettre la vérité à M. Macron avant son élection de 2022. Ce n'est pas projeté dans l'avenir une histoire de 2030. Non, il y a des choses qui doivent se faire immédiatement avant son élection prochaine, si possible, pour que l'Afrique ne se sente pas toujours dans le doute et que tout le travail que vous êtes en train de faire aujourd'hui au nom de l'Afrique, que ce travail-là soit voué à rien du tout. C'est deux petites suggestions que je veux vous faire et je laisse parce qu'on veut vous laisser partir, il fait tard chez vous, mais vous aurez mon contact si besoin est et que vous voulez parler avec des gens qui veulent vraiment que l'Afrique change. Merci. Ok. Merci beaucoup à M. Kwasi Cloutet. Avant de donner la parole au docteur pour répondre à votre intervention et donner son dernier mot, je tiens d'abord à rappeler à tout le monde que nous avions contacté le docteur aujourd'hui même à la dernière minute. Et c'est pour cela que l'heure, nous avions gardé 20 heures. D'habitude, docteur, quand nous recevons des gens de l'extérieur, on ramène un peu l'heure pour que ça soit un peu abordable. Toutes nos excuses. On a commencé quand il était 3 heures du matin chez vous. 3 heures du matin chez vous. Et vous êtes sacrifié pour être là, pour discuter avec nous, sacrifier votre nuit. Vraiment, je tiens à vous remercier beaucoup. Alors, voilà la suggestion de Kwasi Cloutet. Si vous avez un mot à placer là-dessus avant de donner votre mot de fin à la diaspora togolaise, nous sommes arrivés à 503 personnes dans la ligne et je pense que c'est la 3e fois, si je ne me trompe pas, c'est la 3e fois que nous sommes arrivés jusqu'à 500 depuis que nous avions commencé cette conférence en 2015. Ça fait 6 ans maintenant que nous faisons cette conférence. C'est la 3e fois qu'on est arrivé à 500. Nous sommes arrivés à 503 dans la ligne. Docteur. D'abord, je suis très honoré de ce record. Ça prouve que c'est un sujet qui intéresse. Moi, bien sûr, ce que je peux répondre à M. Kwasi, c'est oui. On a conscience de ça. Hein. Je l'ai dit, on n'était pas coupé et c'était une grosse pression. C'était une grosse pression sur les 11 et parmi les 11, il y en a une, est-ce qu'elle avait un temps même, il n'a même pas, qui souvent était au bout de la rupture, qu'elle entendait les commentaires, quand elle voyait ce qu'on lui envoyait comme message. Vous êtes des traîtres, vous allez vendre le continent, vous avez été achetés. Là, faudrait pas que je gagne au loto, parce que si je gagne au loto, que j'ai un peu d'argent, c'est fini, là, c'est Macron qui m'a enrichi. On a eu tout ça, mais mais comme je l'ai dit, je le comprends et c'est normal, je le comprends en plus, je suis africain, historien, donc je le comprends le ressenti des gens face à certaines fautes de la France qui pèsent jusqu'aujourd'hui sur nous, donc c'est normal. Après, qui est le plus courageux dans cette histoire? Est-ce que c'est celui qui veut se dire, ok, ça se passe pas et tout ça,
ou c'est celui qui, malgré tout cela, se dit, ok, je vais tenter de changer quelque chose. Voilà où nous sommes. Mais nous sommes tout à fait ouverts et je dis, mon rêve à moi, c'est que plus on est large, plus on est ouvert, plus on est de conceptions différentes, mieux on enrichit la discussion. Donc nous sommes ouverts, on pourra échanger les numéros, pouvoir discuter sur ces points, sur comment faire, quel est le mécanisme à mettre en place pour la relation, mais pour l'Afrique aussi, hein, de façon générale. Donc il n'y a pas de souci dessus. Si je devais dire un mot de fin, c'est de vous dire merci pour l'intérêt que vous donnez au sujet, vu que c'est la 3e fois qu'on vous atteignez un tel nombre, et vous dire aussi que j'ai entendu vos revendications, et puis j'essaierai au mieux de les transmettre ou de les faire peser dans notre relation, et puis dire qu'il faut continuer à avoir cette détermination pour l'Afrique. Faut que tous on essaie de penser positif, d'essayer. C'est difficile hein, quand tu es à des continents, tu entends certaines situations, mais soyons toujours déterminés, espérons faire changer les choses. Voilà, c'est ce que moi je peux dire. Je pense que en croyant une Afrique unie et en travaillant pour une Afrique unie, on va y arriver. Un jour, on va lire les livres d'histoire en voyant tous ces problèmes de démocratie, de pauvreté, avec un sourire, parce que ça sera derrière nous. C'est peut-être rêveur, mais ça doit être le sens de notre engagement, tous autant que nous sommes, à partir du moment où nous sommes africains. Merci beaucoup, Dr. Arthur Ida, pour votre disponibilité, pour l'échange, pour ce grand rendez-vous de donner et de recevoir suite au nouveau sommet Afrique-France de Montpellier. Merci beaucoup et toutes nos félicitations à vous et à l'équipe des 11. Et avant de vous laisser partir, il y a une dame qui a envoyé une note sur WhatsApp. Elle demande à notre invité que s'il a encore l'occasion de raconter Macron, de lui dire qu'on a besoin de lui, s'il peut venir dans notre conférence pour discuter aussi avec nous de notre cas particulier. Voilà. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup. Et je pense que c'est la première fois que vous avez accepté notre invitation, mais ce n'est pas la dernière fois. Nous aurons encore l'occasion de vous avoir peut-être dans 6 mois pour faire le suivi, pour voir là où nous sommes. Après le sommet, qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait, est-ce que les choses avancent? Bien sûr. Bon, nous aurons l'occasion de vous inviter et toutes nos excuses pour avoir bousculé votre ligne et bien des choses et bien des choses à nos frères de la Côte d'Ivoire. Et ensemble, c'est la France qui va triompher. Merci beaucoup, docteur. Bonsoir chez vous. Au revoir. Au revoir.